jamais ce que l'on fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des vidéos de voyage sans savoir si ça allait marcher, sans savoir si ça allait me plaire, sans savoir si j'allais être bon, ni comment j'allais le faire. Mais je l'ai fait. Et à force de le faire, je suis devenu bon, je suis devenu le seul, et j'ai pris goût à ça. Et tu vois, dans ce petit aussi pas de côté sur ton rien sur tiens, est-ce que je dois tester ce nouveau format de podcast, de trucs, de machin, en fait, c'est en le faisant que je le saurai. Salut, c'est Loïc, bienvenue sur Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Chaque semaine, je vous fais découvrir des invités extraordinaires, des femmes et des hommes qui ont osé se lancer et qui se sont donné les moyens d'atteindre leurs objectifs les plus fous. À travers leurs actes, ils nous montrent par l'exemple que tout est possible et qu'on a tous un potentiel exceptionnel, en réalité, un frappé qui sommeille en nous. Eux se sont autorisés à le libérer. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous pouvez soutenir le podcast en devenant contributeur sur Tipeee, le lien est en description, ce qui vous permettra d'écouter les épisodes en avant-première, de rejoindre les visios mensuels des frappés ou encore d'accéder à du contenu exclusif. Si vous êtes né dans les années 90 et que vous aimez les voyages hors des sentiers battus, alors il y a de fortes chances que vous connaissiez Alex Viseo. C'est simple, il a été le tout premier influenceur voyage avant même que le terme n'existe vraiment. Alex, il a fait rêver des millions de personnes au fil de ses vidéos tournées dans le monde entier pendant plus de 10 ans. Mais c'est surtout d'introspection et de voyage personnel dont on a parlé. Alex a vécu un rythme effréné, infernal même, et il y a laissé des plumes. Aujourd'hui, il arrive à mettre des mots sur ce que cette vie de mouvement lui a apporté et ce qu'elle lui a coûté. Un échange passionnant avec un curieux professionnel qui n'en a pas fini d'explorer la vie. Excellente écoute à vous les frappés. Tu es dans quel coin du monde là, Alex, en ce moment ? Amérique centrale, Amérique du Sud, je pense que c'est par là-bas déjà ou t'es en France ? Eh bien, je viens d'arriver en France. Je viens de Ah, faire un petit saut en France après 9 mois en Colombie. excellent. T'étais vers où en Colombie ? J'étais à Medellín. Medellín, ok. C'est ton camp de base du coup, temporairement ou... C'était mon camp de base cette année. C'était mon camp de base cette année. Après, je ne sais pas du tout quel sera le prochain ou si je vais y retourner. Ok, Euh, à l'impro. à l'impro. Eh ben écoute, on va parler de tout ça. En intro, figure-toi que je préparais l'épisode, je me suis rendu compte d'un truc de fou, je l'avais complètement oublié. Dis-moi. En 2012, je suis parti en Amérique du Sud pendant Ouais, 6 mois et j'avais jamais trop fait de bikepacking, enfin de bikepacking, de voyage en sac à dos. backpacking Ouais. et voyage en sac à dos. Et j'étais parti sur YouTube chercher, je pense parce que je me rappelle pas, mais je pense que j'étais parti chercher des vidéos, tu vois, sur des tips comment faire son sac. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que la première vidéo que j'ai vue de toi, c'était la deuxième vidéo que tu avais mise en ligne. Ouais. Comment faire son sac à dos quand on part en backpacking. Donc Ah, voilà, je c'est te un le tour dis, du monde, ouais. C'est du ça. coup, 13 ans plus tard, merci, parce qu'il y avait, il y avait quelques tips qui m'ont bien servi. Tu vois, la sacoche, sacoche ceinture, Ouais. espèce de ceinture où tu peux glisser, tu vois, des Money papiers. belt, ça s'appelle. Voilà, exactement. Donc, écoute, voilà, une décennie plus tard, Eh merci ben Alex non, pour ça. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert avec celle-là et surtout, ça me fait super plaisir de savoir que ça a pu aider autant de gens. Parce que c'est vrai que quand tu te lances là-dedans avec ta personne dans ton entourage, tu te dis putain, c'est une valise, qu'est-ce que je mets dedans? Enfin, tu vois? Ouais, ouais. En tout cas, déjà à l'époque, le challenge avec toi, c'est que tu as eu tellement de vie dans une vie qu'il va falloir qu'on prenne une orientation. Sinon, on y est pour 3 jours. Mais j'avais pensé à justement, peut-être plus à un épisode sur le why, donc ta raison d'être, le sens que tu trouves dans ce que tu fais, plutôt que le how, qui est le voyage pour toi en l'occurrence. Parce que si on se met à parler de voyage, ouais, encore une fois, on y est pour un petit moment. Mais ouais, si ça te va, plutôt, tu vois, le cheminement perso que tu as eu au fil des ans, en préparant l'épisode, donc en allant regarder sur ton site, ce qui est génial, c'est que tu décris vraiment dans le détail tout ton parcours, tous ces petits changements que tu as opérés au fil de l'eau. Et ça donne un peu une idée, finalement. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait plusieurs phases, tu vois, une phase jusqu'à ce que tu arrives à la SNCF, une phase, la meilleure année de ta life avec ce gros voyage, une grosse phase influence,
et puis la phase actuelle. Moi, c'est un peu comme ça que, si je devais tout synthétiser, un peu comme ça que je le voyais. Ouais. Mais je pense que le mieux placé pour en parler, c'est toi. Donc, peut-être en intro, Alex, si jamais il y en a qui ne te connaissent pas encore, comment est-ce que tu... Exercice pas facile pour toi. Comment est-ce que tu te présentes? Comment est-ce que tu expliques ce que tu fais plutôt? Bah, très simple. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est dit au revoir au métro boulot dodo pour voir à quoi ressemblait la vie quand on s'écoute. Et pour vivre une vie qui n'est pas décrite dans des livres, dans des lois ou dans des traditions, mais dans ce que mes tripes me disent, en fait. Et ça m'a amené à devenir influenceur voyage, le premier en France, le premier historique et du coup dans le classement vu que j'étais le premier historique. Pendant 10 ans, j'ai parcouru le monde, j'ai donné aux gens envie de voyager, c'était ce que j'adorais, voyager et partager cette passion du voyage. Et c'était un outil pour moi pour aider les gens à réaliser leurs rêves, tu vois? C'était je pense que le premier step dans la réalisation de ses rêves, voir la vie un peu autrement, c'est de faire un grand voyage parce que tu trouves des perspectives que tu pensais pas exister, en fait, en toi et à l'extérieur. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai eu envie de transmettre un peu tout ce que j'avais appris, parce que je voyais des potes qui souvent quand tu rentres de voyage, tu as envie de lancer ton business, tu as envie de changer de métier. Ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient, mais ils n'arrivaient pas à avoir de la visibilité, à avoir des clients. Et je dis: «Mais moi, je peux te filer des conseils, en fait, sur créer du contenu sur les réseaux et attirer des clients et les bons, ceux qui te ressemblent, fédérer une communauté». Et ça fait 3 4 ans que du coup je suis, on va dire, infopreneur, c'est-à-dire que je vends mon savoir que j'ai accumulé avec les années pour aider les gens qui sont en quête de liberté, voilà. Et j'ai longtemps, je dirais, transmis tout ce qui va être introspection, tous les outils d'introspection qui vont être, bah, trouver tes zones de génie, trouver ton job idéal et puis après une fois que tu l'as trouvé, tout ce qui va être stratégie de création de contenu, personal branding. Et je dirais que même cette année, bah, j'ai beaucoup expérimenté. J'ai replongé encore dans l'introspection. J'étais en Amérique latine, donc j'étais à Medellín et j'ai aussi beaucoup expérimenté, les plantes médicinales ancestrales, ce qu'on pourrait appeler, dans la médecine, occidentale un peu diabolisée, on l'appellerait les psychédéliques et ça m'a beaucoup aidé. Et je dirais que moi, aujourd'hui, je suis un curieux professionnel qui cherche à nourrir et consolider ces 4 piliers de la liberté ultime, que sont la liberté géographique, financière, émotionnelle et temporelle. Excellent. Excellent. Visio Academy, c'est seulement 3-4 ans du coup? Ça, ouais, 2-3 ans. Ah ouais, ok, ok. Parce que j'avais dû faire une des toutes premières cohortes alors. Ouais. J'étais encore en Suisse et c'est intéressant que tu mentionnes finalement l'introspection parce que c'est ce qui m'avait vraiment marqué. Moi, je m'étais dit, bon, ça va être un truc sur des tips, tu vois, comment Ah, ça partager sur secoue, hein. Instagram. Ah ouais, et là, en Ah fait, ouais, ouais, bah non, rien à voir. En fait, la base, c'est se connaître avant de se exactement. faire connaître. Mais tu le résumes, je pense que c'est la phrase parfaite pour le résumer. Et c'est avant de se faire et pourquoi se connaître avant de se faire connaître? C'est déjà s'accepter, comprendre qui on est, tu vois? Comprendre là où on est bon, là où on est moins bon, mais accepter là aussi où on est moins bon pour finalement assumer son image en fait. Tu vois? Si tu commences à faire, à te construire une image qui n'est pas toi sur les réseaux, ça va pas marcher ou si ça marche, tu vas te retrouver enfermé dans un personnage qui va de toute façon pas te rendre heureux alors que le but à la base quand tu crées un business, que tu lui donnes de la visibilité, c'est un outil pour t'épanouir, au-delà de l'argent. Et ben en fait, ça commence avant le business, avant la création de contenu, de se dire fuck, qui j'ai envie d'être fier d'être. Et pour ça, c'est dit bah qui je suis. Ah ok, je suis ça. Oh putain, d'accord, je suis ça. Ah merde. Ah bien, tu vois. Et tu as tout ce process qui secoue pas mal de gens, puisqu'effectivement, moi, c'est bah, la méthode introspection qui aussi fait partie que j'ai intégrée dans la formation personal branding, c'est toutes ces années où j'ai poncé des heures et des heures de bus à regarder par la fenêtre, à me poser des questions, avec des conversations avec des gens qui ont vécu 100 vies de plus que moi, avec des livres que j'ai ingurgités, et que finalement, ça a créé toute cette méthode naturellement en moi, que j'utilise pour moi, et que je suis en train d'ailleurs en ce moment de refaire, à titre perso, refaire en tant qu'utilisateur, hein, pas en tant que créateur. Et je pense que c'est vraiment si j'avais eu ça en fait, tu vois? Quand je vois autant de gens perdus avec la, société qui prend des claques de changement et on ne sait pas vers quel changement et du coup on ne sait pas comment se positionner dans cette nouvelle société qui change vite et étrangement, j'ai envie de dire. Et bah, ça fait du bien. Moi, si on m'avait dit: «Bah, fais ça et tu vas mieux te comprendre», bah, j'aurais été très heureux.
Pour revenir peut-être au commencement, qu'est-ce qui fait que toi ça a été, le médium qui a très bien marché pour toi et qui t'anime encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça a été le voyage? Et pas, je sais pas, le sport de haut niveau ou, j'en sais rien, l'écriture, la musique, qu'est-ce qui t'a amené au voyage? Bah, c'est une réponse que je peux te donner aujourd'hui et que j'ai découvert, c'est une réponse que j'ai découvert, je pense, il y a quelques semaines, quelques mois. Oh le scoop, génial. Ouais. Ah non, alors j'ai effectivement, une fois que j'étais dedans, bah, je voyais que c'était, ce qui me donnait le feu intérieur, mais j'avais pas compris pourquoi. Parce que quand justement ces derniers temps, je recherchais un peu un nouveau chapitre, j'avais envie d'entamer un nouveau chapitre, passer à autre chose, mais pas passer à autre chose genre, tourner la page, c'est juste monter d'une marche en fait, continuer mon évolution personnelle, professionnelle. Je me suis dit: «Finalement, qu'est-ce qui me donne le feu autant que le voyage? Qu'est-ce qui me donne le feu au point où je m'amuse et je travaille pas?» Et pour pouvoir te donner cette réponse, évidemment, ça m'a pris pas mal de temps, mais en fait, c'est la curiosité. Moi, ce qui me drive, c'est la curiosité. C'est pour ça que je suis un curieux professionnel. C'est-à-dire que le voyage, c'est le parc d'attractions de la curiosité. Parce que, bah, la curiosité, elle arrive, il y a des nouveaux paysages, des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, des nouvelles senteurs, des nouvelles expériences, des nouvelles activités. Donc là, c'est le bonheur. Et, et moi, c'est ça qui me drive. Moi, je suis le genre de gars qui dit, je suis avec un pote, je dis: «Ah, il y a quoi là-bas?» «Ah, viens, on va voir.» Et je vais m'amuser à aller voir, même si quand on arrive, c'était pourri, je me serais amusé à aller voir, en fait. Et c'est tout, pour moi, ma vie, elle se positionne là. Comment je m'amuse à aller, terminé. Je m'amuse pas à réussir. Si je réussis, tant mieux, évidemment, c'est toujours beaucoup plus plaisant. Mais en fait, moi, plus j'avance dans la vie, plus j'arrive à essayer de construire ma vie autour de cette phrase ultra cheesy, là, en mode citation à Facebook, mais comment tu t'amuses sur le process et que tu t'en fous du résultat? Comment tu t'amuses sur le chemin et on s'en fout de la destination? Parce que la société te fait que te soucier du résultat et du résultat rapide et du résultat qui doit arriver le plus vite possible, qui doit être le plus grand possible, et c'est finalement positionner ton bonheur sur 1% de ta vie qui potentiellement va peut-être jamais arriver et qui potentiellement quand tu vas arriver, ça va être en plus un échec, donc il va pas être ça. Et j'ai décidé moi de positionner mon bonheur sur 99 de mon temps et de mon énergie, bah, c'est-à-dire le process, et c'est pas facile en vrai. Tu quel âge aujourd'hui, Alex? J'ai 40 ans. C'est ouf en fait de t'entendre partager ce que tu viens de partager. J'ai un peu l'impression d'écouter, et je dis pas ça pour t'envoyer des fleurs du tout, hein, mais tu es un peu un vieux sage qui a vécu, qui a découvert le sens de la vie, le process plus que la destination, enfin le chemin plus que la destination. En fait, c'est assez ouf de voir ces prises de conscience. Moi, je l'appellerais ça comme ça, hein, tu vas me dire ce que tu en penses, mais Complètement. que tu as eu finalement, méga jeune en vrai. Je Heu, pense pas. Enfin, ah ouais, tu crois pas? alors il y a 2 choses. Déjà pour revenir sur les prises de conscience, je pense que la prise de conscience, elle se fait en plusieurs phases. La prise de conscience, elle se fait souvent à travers une information. Tu reçois une information, que ce soit parce que tu la lis, tu l'entends, on te l'a dit, tu la ressens, mais c'est une espèce d'information. Et il y a une différence entre recevoir cette information, l'entendre, la comprendre, l'intégrer et l'appliquer. Et toutes ces phases-là, en fait, peuvent prendre énormément de temps. Et entre le moment où tu apprends, tu sais, une leçon, une phrase que tu as peut-être entendue il y a des années et qui peut-être un jour fait du sens et que c'est naturel pour toi de l'appliquer. Parce qu'il y a ce qui est fou, moi, je trouve, dans la vie, c'est que tu peux avoir la recette de la potion magique, de l'alchimie. Il y a un temps avant d'arriver à ce qu'elle est de l'importance du temps, de la compréhension et de l'application pour toi. C'est comme si toute ta vie, tu étais devant la porte du succès et du bonheur, mais tu comprends pas qu'il faut juste comment y aller, en fait, comment rentrer alors que Mmh. tu es devant. Et qu'une fois que tu es rentré dedans, tu dis: «Putain, c'était si simple.» Mais ces quelques pas prennent du temps. Le temps qui est assez en fonction des gens, va être plus ou moins compressible, mais dans cette vie où on veut aller toujours plus vite, bah, je trouve qu'il y a un truc très beau, c'est que, bah, en fait, je peux te donner la solution du bonheur magique ou de la réussite. Tu pourras pas compresser le temps, en fait, de ce qu'est cette absorption, compréhension, application, et cetera. Et c'est ça que je trouve aussi beau. Parce que tu remets du respect dans la vie et dans le temps. Tant qu'on bafoue, on déteste le temps. On a un vrai problème relationnel avec le temps Mmh. aujourd'hui. Le temps, on en a jamais assez, donc on s'agace de pas en avoir assez, et d'un côté, dès qu'on en a,
on s'ennuie, donc on l'aime plus le temps, tu vois? Et puis quand on le voit passer trop vite, et ben, on se stresse et cetera. Alors que le temps, il y a un truc qui est magique avec le temps, c'est que c'est la seule mesure, c'est la seule, monnaie, c'est la seule chose que tout le monde a de façon équitable. Quand tu te lèves, tu as 24 heures. Tu as 24 heures et que tu sois Jeff Bezos, Elon Musk, Oprah ou Jackie en bas du comptoir là, et ben, tu as les mêmes heures. Et ça, c'est ce qui remet tout le monde à zéro. Et après, je te dirais que dans l'expérience de ma vie, j'ai compris que, comme le disait si bien Einstein, le temps, il est élastique et tu peux, en fonction de comment tu abordes ton quotidien et ta vie, ralentir ou accélérer le temps. Et ça, je trouve ça aussi assez formidable. Et du coup, hem, tu me disais, la question c'était, comment tu as eu ces prises de conscience, Mhm. c'est ça? Ouais. Hem, En fait, ces prises de conscience, encore une fois, c'est pas des choses que c'est à force, tu sais, de vivre des choses, hem, tu ouvres en fait, tu ouvres des portes à chaque fois. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste et enivrant et palpitant. C'est qu'à la fois, ça peut être épuisant si tu as une mentalité où tu veux arriver, tu vas t'apercevoir que la vie, c'est épuisant parce que ça s'arrête jamais, tu vois? Et que quand tu as une mentalité où tu joues un jeu infini, c'est-à-dire que ton but n'est pas de gagner, d'achever ou de terminer, mais qui est plutôt de te débrouiller pour ne jamais arrêter de jouer. Là, tu dis que la vie, elle est enivrante. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres une porte, une nouvelle porte et que tu en fermes une parce que tu as trouvé, tu vois, une nouvelle vision sur la vie, des réponses à ce que tu avais, tu en ouvres 10 fois plus. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et que chaque personne qui va vouloir arriver va s'épuiser. Chaque personne qui a envie de jouer, à explorer, va s'enivrer en fait par la vie. Et c'est ça que je trouve beau. Et en vrai, quand tu dis, tu sais, tu es un sage, et cetera, entre guillemets, ou tu as compris des choses, je pense que c'est pareil. J'ai exploré une partie de la vie et il y a toute une partie que je ne connais pas, tu vois? Typiquement, la vie, de parents, la vie de couple sur la longue durée, toutes ces choses-là qui font partie des plus belles choses qu'on peut expérimenter, dans notre vie, je le connais assez peu finalement. Déjà, normalement, pas du tout en termes de papa. Ou alors j'ai vraiment du retard et là, vraiment, j'ai pas assuré et je suis pas au courant. Mais tu vois? C'est dans la vie, c'est qu'est-ce que tu décides d'explorer? Et surtout aujourd'hui, on a cette FOMO de vouloir être partout et de vouloir tout faire et de réussir partout. Je pense que c'est compliqué. Et je pense que finalement, à vouloir être heureux partout, tu es heureux nulle part. Hmm. Tu serais pas un lecteur de Simon Sinek, toi? Si, ça fait partie des premiers bouquins, il y a longtemps Ok. que j'ai commencé à lire, ouais, ouais. Ok, quand tu as mentionné Infinite Games, enfin le jeu infini, ça a fait tilt. Ça, c'est Naval plutôt. Ça, Ah c'est un ouais? concept, de Naval, Ok, je pense que c'est Simon Sinek qui l'a repris de Naval, mais ou de toute façon Naval avait dû le reprendre ailleurs aussi, mais c'est Naval ok, qui bah, l'a je très, très connaissais bien. via Sinek, tu vois, mais j'irai regarder. C'est super intéressant ce que tu dis par rapport bah, justement à notre rapport au temps. Et figure-toi que j'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, je fais un double enregistrement. J'ai enregistré avec Annika Horn ce matin, Super. que j'ai reçue toute seule cette fois-ci. Et elle vient de se faire un trip à vélo de 2 semaines. Elle disait, mais c'est incroyable, en fait, je me suis accordé ces 2 semaines que pour moi, j'étais seul. Et c'est absolument fabuleux l'impact de se créer une bulle pour soi, en fait, où on se coupe du reste et on est face à soi-même. Complètement. Euh, Parce qu'elle a un rythme, bah, je crois que tu avais déjà échangé avec Mike, peut-être avec elle aussi, mais Ouais, elle a un rythme infernal, tout en déplacement, beaucoup de sujets à gérer. Et finalement, en fait, je vois plein de parallèles avec, en tout cas, ta vie pendant longtemps d'influenceur. Encore une fois, hein, sur ton site, s'il y en a qui veulent aller voir dans le détail ce que tu as fait, c'est vraiment hallucinant le nombre de projets que tu gérais par an, le nombre de destinations où tu allais. C'est complètement dingo. Donc, c'est aussi pour ça que je te parlais que je me questionnais sur les prises de conscience. C'est dans cette vie à un rythme complètement infernal, à quel moment tout ce que tu viens de nous expliquer sur finalement le bénéfice de prendre le temps, à quel moment tu l'as vraiment intégré et à quel moment est-ce que surtout tu as réussi à le mettre en pratique, c'est-à-dire à ralentir le rythme pour te consacrer à ce 99% de bonheur. bien sûr. Je l'ai malheureusement pas du tout appris, comme tu disais, comme un sage. Je l'ai pas du tout appris en comprenant, son importance. Je l'ai pas du tout appris avec, tout le recul, hem et la sagesse nécessaire. Je l'ai vraiment appris, tristement comme beaucoup l'ont dans la réalisation dans la société moderne, c'est-à-dire un peu en mode, alors je l'ai fait plus tard, le burn-out, c'était pas sur ce moment-là, mais quand j'ai arrêté, c'est que, je sentais que, bah,
j'entendais moi, il y a quelque chose que pour le coup que je fais assez naturellement, c'est écouter mon instinct que j'ai développé avec les voyages, qui est la seule chose sur laquelle tu peux vraiment t'appuyer, avoir confiance quand tu es à l'autre bout du monde et que tu connais rien sur le pays. Mais, bah, je l'ai à ce moment-là, sur ce truc-là, je l'ai pas écouté, tu vois? J'étais là, il me disait: «Ouais, on est fatigué, en vrai, ça fait 10 ans que tu tartines, que tu es» parce que même, tu vois pas les gens voient pas même avant, quand j'ai essayé entre guillemets d'en faire mon métier, j'étais sur le canapé des potes, je tapais des allers-retours, je faisais 10 000 rendez-vous. C'est fatigant, tu sais pas, tu es dans l'inconnu, tu repars, tu as pas de chez toi. J'ai pas eu de chez moi quasiment pendant 8 ans. Donc c'est un épuisement, tu vois? Jusqu'au jour où je me suis dit: «Même quand je rentre 2 jours à Paris, j'ai envie de savoir où est, la lumière, où tu appuies pour allumer la lumière et comment s'ouvrent les placards», tu vois? Et pas avoir des Airbnb ou des trucs, tu sais? Non, mais c'est des trucs cons pour me dire: «Là, je recharge». Parce que j'étais tout le temps en perte d'énergie. Heureusement, j'étais une énorme dynamo à ce moment-là. Donc je créais, vu que je kiffais tellement ce que je faisais, j'étais une dynamo, je créais de la lumière, mais je pompais à force plus que ce que j'en créais. Et ce qui m'est arrivé au fait de se dire: «Bah, en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais mon âme est fatiguée». Dire physiquement, émotionnellement, je suis à bout. Tu vois, genre, être heureux, vivre intensément en permanence, ça peut paraître débile, mais c'est ultra fatigant, en fait. Tu sais, c'est comme quand tu viens de vivre, je sais pas, un de tes anniversaires. C'est ton anniversaire avec tous tes potes et tout. Le lendemain, et je te parle même pas de l'alcool. Tu sais, d'avoir gueulé, d'avoir été là, ça a été intense. Tu es épuisé le lendemain. Mmh. Bah, imagine que ma vie, ça a été une fête d'anniversaire pendant 10 ans. Donc à force, tu un peu crevé et du coup, ben, j'en suis arrivé au moment où je n'ai pas su que ce qu'il me fallait, c'était juste on souffle, on dit non au projet, on se repose et puis on revient quand ton corps te dit que c'est bon, en fait. Et puis de toute façon, tu as de l'argent de côté, de toute façon, tu es toujours un peu numéro un ou 2 ou 3, c'est pas grave et et mmh et surtout ça prendre le temps, c'est aussi c'est comment dire? C'est l'analogie avec les deux bûcherons. C'est-à-dire que tu as 2 bûcherons qui doivent abattre, je sais pas, 1 hectare chacun, de d'arbres. Ben, en fait, il y en a un qui va il va y aller, il va pas prendre de pause et l'autre il voit à côté le bûcheron, il fume sa clope, il se repose, il fait une sieste, il affûte sa hache. Sauf qu'au bout, c'est le mec qui fumait sa clope et qui affûtait sa hache qui a fini le terrain en premier. Parce qu'au début, tu y vas super vite, sauf que quand tu prends pas le temps d'affûter, d'améliorer tes skills, de juste de prendre du repos, de pas faire quelque chose qui à la base t'amuse, mais de le transformer en une tannée parce que bah, ça devient un calvaire si tu prends pas de pause et que tu te reposes pas et que tu prends pas le recul. Ben, ça a été un peu ça, moi. Donc je l'ai appris malheureusement pas du tout en mode classe maître Yoda, en mode, ouais, le junior qui fait l'erreur de pas savoir dire non aux opportunités qu'il a tellement galéré à avoir, à l'argent qu'il a toujours rêvé d'avoir et que, en vrai, une fois que tu as atteint un certain niveau, sans être riche, mais ça te rendra pas plus heureux. Au contraire, ça va te mettre plus de pression, ça va te bouffer plus de batterie, donc cet argent va avoir, bah, ça va être de la bad money, ce que j'appelle, ça aura l'effet inverse. Et syndrome dont j'essaye en ce moment, et c'est vraiment sur ça que je bosse, je dirais, c'est pour péter un plafond de verre dans ma vie, c'est le syndrome du fils d'ouvrier qui peut pas dire, qui met, mince, l'argent, la fatigue, non, on peut pas dire non à ça. Enfin, c'est Mmh. pas c'est mal. Un ouvrier, la vie, c'est dur, donc on peut pas dire non à une somme d'argent parce qu'on est fatigué, il faut aller au front, tu vois? Et au final, quand tu as une certaine réussite, tu t'aperçois que, bah, le plus important, c'est un ta santé, 2 le temps et ta clarté mentale. Donc si tu tombes dans un truc où tu es juste fatigué, tu fais ça, bah, tu avances à rien, tu vas dans le burn-out et l'argent, en fait, tu t'aperçois que c'est une conséquence d'être bon quelque part et pour être bon quelque part, ça se fait avec le temps et donc ça veut dire que le temps, il faut que tu le fasses durer le plus longtemps possible. Donc tout à coup, l'argent devient un effet ricochet et non plus, l'objectif principal. Mmh. Donc si tu n'arrives pas à te détacher du fait de dire non parfois à de l'argent et à des opportunités et à de la FOMO, ben, tu prends un platane et j'ai pris entre guillemets «un certain platane» au bout, j'ai mis 10 ans quand même ça c'est parce que j'avais un peu plus d'énergie que la moyenne. Moi je vois des potes de 25 ans, ils me disent: «Ah putain, je viens de voyager un mois, je suis crevé». Et tu sais, voyager, moi je voyageais et je filmais et je taffais et donc comment je m'en suis aperçu? Je m'en suis aperçu parce que mon corps m'a dit stop, il m'a pas dit stop dans la pire des violences en mode, tu sais comme les vrais burn-out où tu te lèves pas de ton lit, tu peux pas bouger Ouais. ton corps. Ça arrivait 2-3 ans après parce que ma vie a fait que j'ai réenchaîné finalement vite, très vite sur quelque chose, parce que j'ai pas eu le recul de prendre ces 6 mois de pause. J'ai pas eu le recul, je pense qu'il y avait de l'ego, je pense qu'il y avait un besoin d'exister à travers son travail. Du coup, merde, j'existe plus si je prends une pause, tu te sens coupable, enfin tous ces trucs-là mélangés
On fait que, je l'ai appris, dans la douleur, je l'ai appris dans la déconstruction, je l'ai appris dans l'échec, et c'est pas un truc agréable en vrai. C'est vraiment pas un truc agréable. C'est pas genre: «Waouh, c'était une belle leçon». C'est une leçon incroyable, mais malheureusement, souvent les belles leçons se font souvent dans la plus grande des douleurs et c'est dur, c'est dur, mais du coup, c'est une belle leçon quand même. Tellement de questions. Peut-être, tu viens de dire que tu t'es pris un platane, donc si j'ai bien compris, tu as eu cette espèce de premier wake-up call, puis un burn-out, quelque temps après, c'est ça? Exactement. Donc le 1er wake-up call, hem, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter, ça a été quelque chose d'assez soudain, la réalisation que ça allait plus, ou Non, ton ça s'est corps t'a envoyé un passé signal? non, ça s'est passé comme les mecs que tu vois vendre leur start-up, 100 000 000, tu vois? Tu fais la une des magazines et tu par cette action de la vente extraordinaire, par cette action qui change ta vie du jour au lendemain et ben, mais ça fait peut-être 2, 3, 4 ans que les mecs ils bossent dessus, tu vois ce que je veux dire? Et ça, Mmh. tu en as pas entendu parler, c'était dans leur garage et tu vois, tu personne. Moi, cette sensation, ça faisait, je sais pas, je te dirais 6 mois que ça montait dans mon corps. 6 mois, puis tu te dis: «Ah merde», tu repousses le réveil, alors que tu sais que tu as une journée de ouf, ça va être génial, mais puis tu as un peu la flemme de refaire tout ce que tu as fait depuis 10 ans, filmer, truc, machin. Une fois que tu es dans le truc, tu es bon, mais il y a des signaux, il y a des espèces de tu sais, c'est enfin, c'est je comprends, enfin, je comprends les gens qui ont jamais écouté leur instinct pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines d'affilée en écoutant que leur instinct parce que tu t'aperçois quand tu fais que ça, ta vie est simple, tu sais? On a cette vision de la vie, c'est dur. Mais en fait, la vie, c'est dur quand tu fais pas ce pourquoi tu es fait et ce par quoi tu es appelé. Quand tu fais les choses guidées par ton instinct, c'est-à-dire par tes envies, par avec lesquelles tu as de l'affinité, avec lesquelles tu es naturellement bon, en fait, la vie, c'est pas dur, en fait. La vie, c'est fucking simple. Le problème, c'est que les mal-être, les dépressions, les cancers et ce que tu veux, c'est aller à l'opposé de ton Google Maps intérieur. Ton Google Maps dit: «Putain, à contresens, tu con, s'il dit: «C'est à droite, arrête d'aller à gauche». Gnin, gnin, gnin. Bah non, bah non, bah non et en fait, pendant 6 mois, je savais que je devais prendre à droite et je prenais à gauche et je continuais jusqu'au jour où j'étais dans la douche, un matin, je dis: «C'est bon, c'est aujourd'hui». Parce que si je dis pas stop, j'arriverai jamais à dire non à la tentation d'être payé 10 000 balles pour aller nager avec des baleines en Polynésie française, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et parce qu'au final, j'aimais ça sur place. Donc j'ai pris ma cam, j'ai dit: «J'ai fait ma vidéo, j'arrête mon job de rêve» et terminé. Et même ma meuf le savait pas. Je suis rentré à la maison, avec, la petite fiche à la main, tu vois? Que j'avais écrit: «J'arrête mon job de rêve». Elle dit: «Quoi? Hein, tu es sûr?» Je dis: «Ouais». Donc Ah, c'est bah, c'est en là vrai, où la tu es assis, dans l'herbe, non? Quand tu t'annonces? exactement, Ouais, je l'ai revu tout à exactement. l'heure, ouais. Et en gros, bah, parce que c'est vrai que je suis retombé dessus, mais par un hasard incroyable. Je regarde un truc, et je vois que, que c'était, genre putain, c'était le 1er novembre, c'était la fête des morts que parce que j'étais au Mexique pour la fête des morts à Oaxaca là et du coup, j'ai vu que c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans que j'ai fait, cette vidéo, que j'ai changé de vie. Ça passe à une vitesse incroyable et à la fois, comme à chaque fois, tu vois, le temps, il est élastique. C'est-à-dire qu'en un week-end, tu peux pas refaire des choses incroyables et te déconnecter complètement de ton quotidien et à la fois, tu peux te dire que 3 ans, ça passe à la vitesse de l'éclair et c'est ça que j'aime beaucoup avec le rapport au temps. C'est vraiment ta perception du temps, c'est toi qui la contrôles. Tu contrôles peut-être pas une seconde, mais tu contrôles la façon dont tu vas percevoir la seconde. Donc ouais, ça a été ça, quoi. Ça a été ce moment de stop. Donc je te dirais comment les gens, ils peuvent faire. Ben, en fait, c'est juste la vérité, tu la connais. En fait, tout le monde la connaît. Tout le monde a ce truc. C'est qui a juste le courage d'écouter sa propre raison versus en fait, ce qui est chiant, c'est que quand tu t'écoutes toi, tu es 1 contre 1, 2, 3, 4, 5, 1 million en fait. Parce que tu as ton avis versus ta famille, tes amis qui sont peut-être pas dans ta vibe ou peut-être tu prends 1 million, c'est-à-dire ce que ou 70 millions, ce que fait ton pays en fait. Putain, je vais à Mmh. l'opposé de ce que fait mon pays entier. Donc c'est 1 contre 70 millions. C'est pas facile en vrai de prendre ce choix, tu vois? Quand tu dis: «Tu es un spartiate», tu vois? Ou une spartiate, tu vois? Donc c'est de se dire: «Non, en fait, la vraie réponse, elle est en moi». Donc à un moment donné, si ça peut paraître dingue, c'est bizarre, si ça fait pas de sens, ça fait pas de sens par rapport à tous ceux qui sont pas en moi. Et même si moi, on est beaucoup en moi, tu vois? Il y a un moment donné, il fallait que je m'écoute. Et c'est
les choses les plus dures sont souvent les plus simples. Donc là, on était en 2019, c'est ça? Exactement. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, c'est là où ça faisait, tu arrivais au bout des 10 ans où tu faisais, de l'influence voyage. Alors je sais pas quel terme, je sais qu'il y en a qui aiment toi, tu te qualifies comment? Influenceur voyage, Ouais, ça fait blogueur, ouais? alors, en fait, moi, j'ai jamais eu honte des mots, parce que les mots ont évolué avec les années et moi, vu que j'étais là toutes ces années, j'ai envie de dire: «Mec, appelle-moi comme tu veux et moi, je vais faire le même taf, en fait, avec les mêmes valeurs». Et le problème, c'est qu'on met des valeurs différentes en fonction du mot. Ouais. Parce que, bah, au début, tu es blogueur, parce que blogueur, tout le monde avait des blogs, sauf que moi, mon blog, c'était surtout des vidéos. «Mais tu veux m'appeler blogueur?» Très bien. Après, c'était influenceur. Après, on dit: «Ah, influenceur, c'est moche et tout, ça a une connotation négative en français, donc on est créateur de contenu». Ah OK, en fait, je suis juste effectivement, je suis quelqu'un qui est toujours créé du contenu pour partager une passion et apporter de la valeur aux gens. Voilà. Curieux professionnel, ça résume bien tout, je trouve. Ouais, c'est vrai. Donc là, tu arrivé au bout de 10 ans de curieux professionnel, en tout cas dans un format, Ouais, heu, d'influence voyage. Maintenant, influence à ce voyage. moment-là à ce moment-là, j'étais pas un cu je j'étais un curieux professionnel obsédé par le voyage, OK. plus, clairement. Ouais, ouais. OK. Et du coup, concrètement, après cette douche et cette, cette annonce que tu as arrêté ta vie de rêve, en tout cas ton job de rêve, concrètement, il se passe quoi? Tu changes le type de contenu que tu proposes? Tu t'arrêtes complètement, les projets, type voyage? Très simplement, je m'étais toujours dit que j'arrêterais en ce fameux cap dont j'avais toujours rêvé quand je trouverais un autre cap qui fait plus de sens. Là, j'ai juste baissé les voiles. Donc, je me suis retrouvé un peu à stagner au milieu de l'océan. Donc je me suis dit: «C'est pas trop mon style d'attendre que la pluie elle arrive». Donc, bah, j'ai loué une villa à Bali, j'ai fait venir des potes, que ce soit entrepreneurs, freelance, une partie de mon équipe que j'avais déjà un peu à l'époque sur des side projects et je me suis créé mon auto-incubateur en fait pour, pendant 2 3 mois pour prendre le temps et au fur et à mesure de qu'il se passe plein de choses, bah, j'ai compris qu'effectivement ce que j'aimais c'était je me dis: «Bah, en fait j'aime transmettre, j'aime fédérer, j'aime aider ceux qui n'ont pas». Bah, en fait, c'est ça que j'ai capté. Je dis: «Putain, des gens qui ont une compétence et un super produit, ou un service, il y en a plein, mais savoir le promouvoir, il y en a pas tant que ça. Il y en a pas qui ont les 2 et Mmh. j'avais envie de transmettre ça. Donc c'est là où j'ai commencé à faire mes formations en ligne pour transmettre et me dire: «Putain, tu as un talent, tu un service, tu as un produit charmé, mais tu galères parce que finalement tu sais pas attirer des clients sur le levier qui est le plus accessible, le moins cher et le plus rapide, que sont les réseaux sociaux. OK, je vais te transmettre ça». Donc il y a pas eu de pause et ça a été ma grosse erreur encore une fois. C'est là la grosse erreur de ma life, je te dirais, elle est là. Elle est de pas avoir dit: «J'arrête» et d'avoir arrêté. D'avoir arrêté de juste de prendre 6 mois off, tu vois? De siroter des cocktails et de dormir 12 heures par jour. Ce que je fais en ce moment, parce que là, j'ai décidé de prendre 6 mois off, tu vois? Ça fait déjà un mois et demi que je suis en off et pour moi, off, ça veut pas dire, encore une fois, tu fais rien. C'est-à-dire, tu vois, quand je suis parti faire mon tour du monde et que j'ai créé 170 vidéos, j'étais en off. Je faisais juste que ce qui me faisait plaisir et en ce moment, je suis vraiment en mode, je me lève le matin pour avoir le luxe de me poser une question que j'ai pas pu me poser pendant des années, c'est: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui?» versus: «Putain de to-do list, vas-y, je suis déjà en retard depuis une semaine sur ça, j'ai jamais avoir le temps de terminer celle-là, ça a continué de s'accumuler» et tu démarres ta journée en retard, stressé, saoulé et j'en pouvais plus et vu que mes formations sont à disposition, qu'elles plaisent, qu'elles aident des gens, qu'elles sont encore une fois et ça fait rentrer aussi, tu vois, un peu de rentrée d'argent, sans faire des millions, ça me permet de, tu vois, de vivoter un peu tranquille et ben, je suis en train de m'accorder tout doucement ces 6 mois off. Évidemment, il y a toujours, une fois que tu es dans un business avec plein d'impératifs, il y a cette période de décompression, on va dire, où tu finis certaines choses. Mais tu vois, là, ça fait 2-3 jours, je me couche à 11 heures du soir, tranquille, tu vois? Je commence à éteindre les écrans à 22 heures. Je fais mon petit, yin yoga, tac tac, et je me mets au lit, je me réveille à 10h30 le lendemain, tu vois? Je dors Ah 11 heures. ouais. Ouais et je me sentais coupable au début parce que j'aimerais me lever à 7 heures pour avoir une vraie belle journée. Parce que même si tu fais rien, c'est quand même agréable de sentir que tu as une belle journée. Mais il y a un moment donné, je rattrape aussi des choses dont je me suis pas donné le temps, tu vois? Et je pense qu'il est jamais trop tard pour devenir la personne que l'on doit être. Sauf que pour devenir la personne que l'on doit être, c'est important d'avoir certaines capacités. Et ben, des fois, pour être la personne qu'on doit être, il faut être OK pour avoir une phase d'apprentissage de 6 mois, d'une nouvelle compétence, au contraire, peut-être de retrouver la forme physique pendant 6 mois parce que, je sais pas, tu as pris du poids pendant des années et tu veux faire X trucs,
Ça parce que la personne que tu veux être, c'est pas forcément, claquer sa dème, partir à l'autre bout du monde. Ça peut être, un père de famille qui est en pleine possession de ses moyens et qui a envie de faire un ultra trail, mais qui a pris 20 kills et que sa meuf le regarde genre, «Frérot, réveille-toi, moi, tu plus aussi attirant». Donc ça peut être simplement de se dire: «Je vais je veux devenir un papa qui est là, qui a du temps, qui a de l'énergie et pas qui écroule sur le canapé. Donc ça veut dire pendant 6 mois, je vais faire attention à ce que je vais manger, je vais faire de l'entraînement et cetera et cetera». Tu vois? Ça peut être aussi simple que ça, en fait. Mmh. Et je sens que moi, en ce moment, bah, pour devenir la personne que je dois, être et repasser un step, je sens que c'est avoir du repos profond, en fait. Donc et c'est dur pour moi, mais une fois que je suis dans le lit, ça se passe bien, tu vois? Alors il y a un autre sujet, que j'avais lu sur ton site, j'aimerais bien qu'on en parle, c'est, moi j'avais cru comprendre aussi au moment où tu as levé le pied sur, l'influence voyage, qu'il y avait, cette question, enfin ce dilemme, par rapport à l'environnement, tu vois? C'est-à-dire qu'à Bien travers ton sûr, contenu qui était ouf, enfin qui est toujours ouf, mais, contenu voyage qui donnait vraiment effectivement envie de partir. À un moment donné, tu t'étais posé la question, bah, est-ce que c'est une chose positive ou négative à l'heure actuelle de, en gros, exactement. bah, de pousser les gens, Ouais, c'est ça. ouais, de faire rêver les gens au De point créer de la que peut-être ils prennent un billet frénésie, d'avion, quoi. bien sûr, de créer de la frénésie touristique et même si j'ai toujours prôné le voyage hors sentiers battus, au plus près des populations et que je le dis, je l'assume totalement, pour moi, c'est pas l'avion qui crée, la pollution mondiale. C'est pas tant le tourisme qui crée la pollution mondiale. C'est, déjà la pollution mondiale, c'est plus, les fringues, c'est, l'industrie, la consommation à outrance d'objets qui nécessitent énormément d'eau et qui rejettent énormément de polluants dans les rivières. Ça oui, les transports, c'est que dalle en fait, dans tout ça. Mais déjà faut balayer devant sa porte. Tu vois, il y a un moment, si tout le monde rejette sur l'autre, ben, il y a un moment, tu es sur un créneau qui pollue pas beaucoup, bah, essaie de te demander comment tu peux quand même l'optimiser parce que si chacun le fait, c'est comme ça qu'on va vers l'avant. Et à côté de ça, c'est aussi, encore une fois, vu que c'est la consommation des gens qui polluent selon moi, bah, quand tu fais aller des gens dans un pays, dans un endroit où c'est pas adapté à de la forte consommation, Ouais. ben là, tu vas créer de la pollution, tu vois? Donc c'est plus par les Starbucks, les trucs comme ça que tu importes dans des lieux qui sont pas faits pour ou qui avaient pas, que tu bousilles en fait, que tu étends la pollution. Et donc ouais, c'était compliqué. J'avais pas la solution, j'avais pas la prétention de pouvoir l'avoir. Je suis d'une génération qui a grandi dans les années 80-90, donc j'ai un pied dans, l'époque où on crame tout. J'ai un pied dans l'époque où, ben, j'aime la nature, j'ai envie de sauver la planète et j'aime profondément la nature. Mais j'ai cette en fait, je fais ce grand écart à la Jean-Claude Van Damme, tu vois? Où je me dis: «C'est pas moi qui sauverai le monde», tu vois? J'en ai pas la capacité parce que dans mon ADN, j'arrive pas à être assez choqué de faire pipi dans de l'eau potable ou de faire du bateau dans de l'eau de source, tu vois? Et tant que les nouvelles générations qui c'est eux ceux qui vont nous sauver, ceux qui justement auront ce choc-là et nous diront pas: «Les gars, vous êtes en train de chier dans de l'eau potable les gars. Enfin vous êtes, ça va, faut réveiller un peu là, hein, ça va pas fort, hein». Parce que surtout toi, tu es en France, tu t'aperçois pas à quel point, ouvrir le robinet et boire cette eau, mec, tu il y a de l'or qui sort en fait. Il y a de Mmh. l'or qui sort, mais ça tu le sais pas quand tu as grandi avec ça. Donc n'ayant pas, la science infuse, ne me sentant pas la légitimité ni les skills pour faire différemment, plus la fatigue, parce que c'est un peu, tu sais, quand tu réfléchis à un gros problème quand tu as fait une nuit blanche, mon gars, moi j'arrive pas à trouver de solution, hein. Donc tu vois, j'avais besoin d'arrêter, tout simplement. Je fais un espèce de méga zoom sur un sujet, qui est lié à, bah, cette notion d'environnement, de sensibilisation, et cetera. Mmh. Un truc que tu fais, alors j'ai l'impression que tu l'as lancé depuis très longtemps, mais tu vas me dire si c'est une impression ou si c'est la réalité. C'est cet objectif de te créer ta propre réserve naturelle, que je trouve être un truc de fou. C'est né comment et est-ce que tu taffes toujours là-dessus? Ouais, bien sûr, c'est mon grand rêve. Est-ce que je taffe toujours là-dessus? Oui. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ils disent: «Alors tu en es où?» En Ouais. fait, c'est, est-ce que tu demandais aux mecs qui construisaient les pyramides tous les 2 jours: «Alors ça en est où les gars?» «Bah écoute, on a taillé un bloc aujourd'hui, hein, voilà». Donc c'est de comprendre que toujours pareil, c'est information, compréhension, absorption et application. Et l'application, quand j'étais, alors et des fois il y a beaucoup de choses qui avancent sur ce projet
sans que concrètement il y ait quelque chose qui avance. Je m'explique. Hem, Typiquement, j'ai passé mon année en Colombie à Medellín et la vie m'a amené là-bas pour je ne sais quelle raison et je me suis tombé amoureux de ce pays que je connaissais déjà, mais de la région Medellín, qui est la région Antioquia, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup, les gens ils ont pas entendu parler de moi et moi j'avais pas entendu mais beaucoup de gens qui rachètent des anciennes fermes de bovins et qui sont en train de restructurer, de les changer en réserve naturelle privée. Et je dis: «Attends, OK. c'est un truc de ouf», genre, comme par hasard, je vais là où je ne savais pas qu'il y a des gens qui faisaient ça et ils le font. Donc tu as des tu sais, des champs d'herbe un peu sur les montagnes que là, ils sont en train de reboiser. Bon, l'avantage, c'est qu'en plus, dans ces latitudes-là, une forêt, ça peut repousser en 10 ans. Donc le but, c'est de se dire: «OK, ça peut peut-être être là-bas. OK, j'adore en plus le fait que quand tu fais quelque chose en groupe, c'est beaucoup plus simple que le faire tout seul contre le monde entier. Donc c'est cool». Donc j'ai des contacts, j'ai même des contacts d'avocats spécialisés dans le changement de terres agricoles en terres, réserves naturelles et cetera. Mais après, il y a aussi la réalité du monde dans lequel on vit, où il faut de l'argent. Et puis après, en ayant cette réalité-là, je me suis aperçu que c'était pas tant un problème, parce que l'argent, tu es pas obligé de l'avoir, tu peux lever des fonds. Et moi, j'ai un pote, en discutant de ce projet, il m'a dit: «Ben moi, si tu veux, je mets 100 K sur la table». Parce que le gars, il a un gros business et qu'il fait des millions. Et là, non, mais et qu'il a pas le temps, et puis qu'il a des responsabilités, il a une famille, mais qu'il aimerait, tu vois? Et je me suis retrouvé avec 100 K là, comme ça, je me suis dit: «Merde, putain, je suis peut-être pas prêt aussi», tu vois? Tu vois, Mmh. l'absorption, l'application, la donc il y a des choses aussi qui font que il y a peut-être des choses à cliquer dans ma vie avant de vraiment mettre en place ce projet. Donc ça avance, je pense que je le ferai là-bas. Je commence à comprendre comment je vais le faire. Et pour répondre à la première question qui était: «Comment j'ai eu cette idée?» Je l'ai eu il y a quelques années maintenant. J'étais, en Afrique du Sud. J'étais parti en mode PLS, au bord du burn-out, en mode, ça va pas vite, ça va pas fort, je crois que je vais aller faire Vipassana, qui est une retraite méditative de 10 jours, en silence, sans regarder personne, ni écrire et en méditant 8 heures par jour. Et tu peux le faire un peu partout dans le monde, c'est laïque. Et le premier truc qui était dispo, c'était vers le Cap en Afrique du Sud. Donc je vois ça, tac, je réserve, je pars 10 jours après, je prends mon billet d'avion, vrac, j'y vais. Et c'était situé vraiment dans un lieu, dans un cadre incroyable. Et en fait, dans la vallée un peu plus en contrebas, tu en as beaucoup là-bas en Afrique du Sud, c'est des réserves, privées. Mmh. Mais c'est un peu aussi des réserves où tu sais, des fois, ils ont des réserves et tu payes 50 000 balles et tu peux aller buter un lion, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Tu vois? Il y a aussi de ça, hein, il y a un peu de tout là-bas. Mais tu as des réserves avec des animaux en liberté, c'est des hectares et des hectares et j'étais là. Après, c'était une des méditations, parce que les méditations, on les faisait pas dehors, mais dans les salles. Mais tu vois, j'étais là avec un petit thé, je regardais dehors, c'était la fin de journée, et j'entends les rugissements des lions dans la vallée, tu vois. Et là, je sais pas, il y a un truc avec le fait que quand tu médites, tu ouvres un peu, hein, c'est quand tu médites autant de temps, aussi longtemps, tu ouvres la bouche à incendie, il y a tout qui sort, donc il y a tout qui tu t'autorises tout. Tu t'autorises à vivre les difficultés, à y faire face, mais tu t'autorises aussi à accepter et à être fier de tes grands rêves, en fait, que tu enfouis un peu parce que tu dis que tu tu pas capable. Et puis là, il y a ce truc de dire: «Putain, mais c'est ça que je veux, en fait». J'aimerais me dire qu'il y a un endroit, c'est pas tant que je veux posséder la terre, mais j'aimerais, ben, acheter un endroit pour me dire: «Ici, on va le protéger. Ici, on va le revaloriser». Parce que le monde, il sera pas sauvé par les États. Il sera sauvé par les particuliers qui viendront protéger leur «lopin de terre» entre guillemets, tu vois? Parce que, les États, ils s'en battent les couilles, ils sont dirigés par les multinationales. Les multinationales, elles arrivent, elles veulent tout déglinguer, donc les États, ils ouvrent les portes. Donc c'est différent. Ça se Mmh. fera par le bas et par des micro-mouvements et c'est comme ça, ouais, j'ai ce rêve-là et on y avance tout doucement. En donnant le temps au temps. Exactement. Excellent. Pour en venir à ta formation, donc enfin à tes formations, aux accompagnements que tu fais sur cette notion de personal branding, Mmh. tu dirais que c'est quoi les principaux objectifs et les principaux freins que tu observes chez les gens qui se lancent avec, Viséo Academy? Bah, je te dirais que le principal objectif, c'est de pouvoir exister. C'est-à-dire, j'ai un produit, j'ai un service, j'ai une façon de pratiquer mon métier, je veux des clients. Donc pour des clients, il faut que j'existe, il faut que j'ai de la visibilité. Donc c'est avoir de la visibilité, c'est se faire entendre et être suivi, être reconnu aussi, tu vois? Un peu d'une certaine façon par, une certaine communauté et les points bloquants, bah, c'est clairement, 1, bah, il y a déjà, des gens qui sont plus compétents que moi qui le font. Ouais. Il y a des gens qui le font mieux que moi. Il y a des gens qui il y a déjà tellement de gens qui le font, donc pourquoi moi je me lancerais? Donc il y a le syndrome de l'imposteur, il y a la peur de l'échec,
il y a la peur du jugement des autres, parce que le fait de se mettre en place public, et des fois, c'est le jugement tout simplement de tes proches, de ta chérie, de tes amis, de ta famille, de tes parents. Donc c'est tous ces blocages-là. Et tu sais que, ce qui est fou, j'en parlais justement en ce moment, je parle pas avec mes potes de j'ai envie de créer, je sais pas, un nouveau format, un truc qui mette le feu un peu comme avant, de création de contenu, qui apporte de la valeur. Et en gros, il y a un truc qui moi me parle beaucoup parce que je dis: «Eh, est-ce que je fais des reportages à travers le monde?» et cetera. Puis j'ai senti que mon corps, il m'a dit: «Ah», tu sais, quand j'ai pensé à cette idée, mon corps, il était épuisé, quoi. Et mon corps, il m'a dit: «Eh mais frérot, non, tu te fous de ma gueule. Eh, on l'a fait pendant 10 ans, c'est bon là, ça va, passe à autre chose, man. Tu sais, laisse la place, fais autre chose, il y a un moment donné, merde». Donc je suis: «Ah OK, bon, peut-être que c'est pas ça du coup», tu sais, quand ton corps, pareil, quand tu commences à vraiment écouter à l'intérieur ce qui se passe. Et puis ça fait des mois, pas mal, vraiment longtemps que je me dis: «Putain, c'est quoi ce nouveau contenu qui me ferait, et puis ces derniers temps, mes pensées vont vers, ça se fait beaucoup, tu sais, les podcasts, filmés, Ouais. tu sais? Parce qu'il y a comment dire? Il y a un podcast que j'écoute régulièrement, il y en a 2, les gros mastodontes américains qui sont Joe Rogan et Lex Fridman. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils reçoivent vraiment les gens, fat du monde. Tu vois? C'est vraiment, ça va du Elon Musk, tu vois, à des acteurs, à des physiciens, à des sites incroyables, et en mode un peu poteau, tu vois? Et je trouve ça un peu sympa de se dire, tu la vie en fait, tu vas entendre parler Elon Musk en mode pote, tu vois? Alors que non pas juste, «Vas-y, c'est quoi ta pensée sur l'IA?» et cetera. Et bref, on s'en fout. Ce que je voulais dire, c'est que en pensant à ça, j'ai regardé un peu les choses qui se faisaient. J'ai vu qu'il y en a qui en France qui existaient déjà. Et ce qui est fou, c'est que je me suis retrouvé avec des blocages et des pensées que moi que je débloque aux gens, tu vois? Et en parlant à un pote, il me sortait les mêmes phrases que moi j'arrêtais pas de dire. J'étais là, à la fois ça me faisait rire et je me dis: «C'est fou à quel point c'est simple». Tu vois, c'est comme une stratégie de création de contenu. C'est ultra simple pour moi, je te la pond en 2 secondes. Je te pose 3 4 questions, je comprends qui tu es, dans ma tête, il y a la strat qui vient, tu vois? De comment tu te positionnes, ce que tu dois faire et cetera. Et bah, pour moi, ça me prend des heures et c'est très, très dur. Et c'est pour ça que les coachs ont des coachs, tu vois? Et ouais. Parce que la prise de recul neutre sur ce décalage pour avoir des idées de la moti et c'est très, très, très dur. Et du coup, je te dirais que je ressens d'autant plus les blocages des gens qui viennent faire mes formations parce qu'en ce moment, je les réexpérimente un petit peu. Alors moi, l'avantage, c'est que j'en ai très vite conscience, tu vois? Et je vais très vite pouvoir décapsuler le truc. Mais je me suis dit: «Putain, tu tombes dans le piège, tu tombes très vite dans ces pièges psychologiques de: "Ah, il y en a qui sont meilleurs que moi" ou "Ça existe déjà, ça sert à rien"». Alors que ça existe, il est peut-être meilleur, mais encore une fois, sa voix, sa gueule, les gens l'aimeront pas et ils préféreront la mienne et inversement, tu vois? Et peut-être que c'est bien, c'est top, mais moi, ma façon plaira aussi à d'autres personnes et c'est ça aussi qui est beau, c'est de se dire: «C'est la diversité». Donc c'était assez drôle de voir que les blocages, je les ai, réexpérimentés moi-même assez récemment. Ouais. Du coup, tu te fais toi-même coacher là en ce moment? Non, non, mais ça, c'est mon énorme défaut, heu, défaut et point faible même parce que je n'arrive pas, alors je pense que c'est mon ego en fait pour me faire coacher, en fait, il faut vraiment que j'admire l'autre personne, tu vois? Et que je me dise: «Ouais, toi, tu es meilleur, en gros, tu es meilleur que moi en tant qu'être humain». Sauf qu'un coach, il est pas forcément là pour être meilleur que toi, il est juste là pour savoir te poser les bonnes questions, pour te driver, pour que toi, tu trouves les réponses. Mais inconsciemment, j'ai un peu besoin d'admirer, ce qui fait que, bah, il y a jamais personne, tu sais, il y a des gens qui vont être bons dans tel truc, d'autres dans tel truc. Et vu que j'ai jamais vraiment trouvé quelqu'un que je sens légitime, pas parce que je suis extrêmement bon, hein, c'est juste que j'ai trop d'ego sur certains sujets. Du coup, j'ai pas trouvé, non. Mais c'est clairement mon point faible. C'est clairement là où je pêche, c'est d'accepter de payer des grosses sommes pour peut-être juste réentendre ce que je sais déjà Ouais. et apprendre 10%. Moi, j'ai une pote qui est très forte là-dedans, se faire coacher, c'est parce qu'elle apprend tous les trucs possibles et imaginables. Et elle me dit: «Mais la plupart du temps, je paye une blinde, mais j'apprends que 5 à 10. Mais finalement, quand tu as atteint un certain niveau d'expérience, de savoir et de développement personnel, c'est que ça que tu vas chercher. C'est ces 10 là, en fait. Et tant pis pour les 90 pour lesquels tu as payé entre guillemets «pour rien», parce qu'on s'en fout. Le but, c'est de gratter ces petits trucs. C'est comme l'athlète de haut niveau, en fait. Il va aller gratter les millièmes de seconde, la micro-optimisation qui va lui peut-être faire passer devant les autres. Donc, je suis pas coaché et il faudrait que je le sois depuis des années. Voilà.
Ouais, et ne faites pas comme moi. Je pense que c'est une perte de temps. Je pense que c'est de l'ego mal placé. Je pense que c'est il y a tout qui va mal, dans le fait de pas se faire coacher. Alors on peut vivre très bien, j'ai vécu très bien, j'étais successful et successful, je mets pas forcément de l'argent en face, hein. Je mets tout justement, tout ce qui est important pour moi. Mais ça aurait pu être, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, si j'avais eu cette capacité à savoir trouver les bons coachs. Toi-même, tu coaches en one to one? Je veux dire au-delà du contenu, Ouais, tu ouais, vois, Visio Academy, tu fais du très coaching peu. one to one? Ouais. J'en fais un ou 2 en même temps. Là, tu vois, j'ai une personne, ça va être j'accepte surtout les top profils dans le sens où, que ce soit sur, du leadership, que ce soit sur du management, que ce soit sur de la stratégie de contenu, du positionnement, du business, des gens qui sont plus justement sur des choses où, leur boîte elle tourne, mais elle tourne peut-être sans avoir eu le plug digital ou, le levier vraiment réseaux sociaux. Ouais. Heu, donc hem, donc ouais, 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 c'est ça je le fais parce que je trouve ça intéressant. En fait, je trouve ça intéressant d'avoir des gens à qui tu donnes un exercice et qui le dépassent, tu vois? Mmh. Heu, il y a des gens que j'ai coachés, qui sont vraiment, qui cartonnent et que c'est formidable, tu vois? Genre, il y en a un des gars que j'adore, j'ai coaché qui s'appelle Stanislas Gruot Ah, qui, Explora. Explora, ouais, et c'est le genre de mec, tu dis: «Ouais, tu lui donnes un conseil, il le magnifie, en fait, le conseil». Parce qu'il c'est un très gros exécutant, en fait. C'est un exécutant incroyable. Donc très, très, très intelligent. Donc c'est un plaisir de bosser avec des gens comme ça. Ouais, super intéressant. On se rapproche doucement de la fin, mais j'ai encore j'ai une question sur la partie contenu. Ouais. Quand on a passé autant de temps et qu'on a produit autant que toi, alors je dis «on», mais en fait, c'est une question directement pour toi. C'est comment tu fais, pour, alors te réinventer, c'est un peu un grand terme, mais pour continuer à apporter une valeur ajoutée et évoluer, tu vois? J'imagine que ce que les gens consommaient quand tu t'es lancé, en 2011, ça a plus rien à voir avec, potentiellement ce que tu feras dans le podcast, que tu vas lancer demain. Donc, tu vois, comment tu arrives à rester authentique, à continuer à faire brûler cette flamme dont on parlait, c'est-à-dire à trouver du sens toi dans ce que tu fais, mais en même temps à être, comment dire? Pas pertinent parce que c'est un mais tu Pas vois, être être au goût has-been, du pas être jour, quoi. dépassé. Ouais, Ouais, bien sûr, bien exactement. sûr. Non, il y a 2 choses. Un, faut être curieux et la curiosité doit t'amener à apprendre. Je veux dire, si tu es dans un vase clos, à force l'eau elle va croupir, tu vois? Et justement là, Mmh. tu vas être has-been. S'il y a bien, tu vois, une habitude, que je trouve formidable, c'est de prendre 1 heure et d'apprendre chaque jour sur un nouveau sujet. Écouter des livres audio, faire des formations. Mais des fois, c'est faire des formations sur, je sais pas, ça peut être juste, sur l'intelligence artificielle, artistique, tu vois? Pas Mmh. forcément de comment créer une page de vente avec la ou ça peut être un atelier poterie. Ça peut être, tu vois, justement, moi, dans mon expérience des plantes, médicinales, psychédéliques, tu vois? Ah, il Parce que faut qu'on en tu parle de ça. parce que bah, là, tu me dis qu'on arrive sur la fin, dommage, hein, comment on va faire? Non, mais on va en parler. Et en fait, c'est ce côté où si tu comptes sur ce que tu as appris, évidemment qu'il y a un moment, tu auras tout dit, en fait. Mais le but, c'est de continuer. En fait, c'est la grande différence avec la génération de nos parents. C'est la génération de: «J'apprends et je ponce toute ma vie sur le savoir qu'à un moment donné, j'ai appris à l'école», tu vois? Parce que je suis et en plus, c'était en réception. Tu es en réception d'infos. OK, va dans tel diplôme, on t'envoie cette info, tu l'absorbes et tu ponces dessus toute la vie et ton expérience au quotidien, bah, tu vas gratter aussi quelques infos, donc voilà. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est toi qui dois aller chercher l'info pour te nourrir, pour créer des projets. Et en plus, ce que j'aime, c'est que tu vas avoir l'éducation pratique. C'est-à-dire, tu vas apprendre non pas les choses genre j'apprends tout ça et j'espère qu'il y a un des trucs qui va me servir, qui est l'éducation française aujourd'hui. Là, c'est l'inverse, c'est j'ai besoin de faire ça, donc je vais apprendre ça et je vais tout de suite mettre en pratique. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui attise ta curiosité, à titre perso ou pro? OK, va apprendre des choses. Et si tu continues d'apprendre en permanence, tu auras toujours des choses à dire et tu auras pas que des choses à dire avec ce que tu viens d'apprendre, parce que tu feras en permanence des ponts sur toutes les autres choses que tu auras apprises. Et c'est ce qu'appelle, Naval et aussi Elon Musk, le savoir spécifique. Le savoir spécifique, c'est un savoir qui n'est pas transférable de Mmh. façon automatisée, donc typiquement à l'école ou dans des cours. Et pour ça, c'est à toi de faire des mix entre 2 savoirs automatisés, plus ton expérience et de créer un espèce de câble, tu vois? Tu surcâbles et tu surconnectes tous ces savoirs
qui crée un savoir spécifique, il y a que toi qui pourras le savoir, parce qu'il y a que toi qui as mis cette toile d'araignée de savoir, en fait, en place et que sinon, les autres, ils ont juste pris un fil, une ligne droite et c'est ça qui est la clé, en fait. La clé, c'est de toujours apprendre et il faut pas le voir, c'est toujours pareil: «Oh mais c'est fatigant, de toujours apprendre, toujours machin». Mais parce que tu vois la vie comme un truc où à un moment, tu es censé arriver et te reposer. Mmh. Et la vie, c'est pas ça. Tu peux te reposer et avancer, en fait. Et le problème, c'est, on voudrait se dire: «J'ai fait». En fait, on voit l'apprentissage comme une tannée. Ouais. Ouais, L'apprentissage, c'est vrai. c'est plus tu apprends, plus tu mets de lumière dans ta tête. Mais arrête d'être dans une chambre noire, mon gars. Vas-y, mets des néons, mets des LED, mets des phares dans ton cerveau. Tu verras que la vie, elle est plus belle. Ce qui est à la fois grisant, enfin de se dire, franchement, je suis 100 d'accord avec toi, tu vois? Finalement, de se dire en fait, aujourd'hui, on a la possibilité d'aller explorer, tout ce qu'on veut parce que, bah, tout le contenu est dispo tout le temps, partout, H24 gratuitement. Mais d'un autre côté, enfin, je sais pas ce que tu en penses, j'ai l'impression que ça, tu peux exploiter le potentiel du truc si tu captes ce qui, toi, te fait vibrer. Et tu vois, à l'inverse de l'éducation française ou enfin l'éducation classique, académique où tu es guidé, tu es dans des barrières, tu pas à réfléchir en fait. On te dit: «Tiens, bouffe ça», bah, tu bouffes ça. Exactement. Hem, mais ça implique quand même, tu vois, ça présuppose le fait que tu as su te poser les bonnes questions et tu as su trouver la réponse à: «OK, c'est quoi qui me fait vibrer?» Tu vois? Pour aller piocher, Mais en fait, finalement à droite à gauche. c'est ça, tu vois, le problème des gens. C'est exactement ça le problème des gens. Ils veulent faire des choses, tu vois, en étant sûrs du résultat final. Ouais. Et du coup, les gens, ils veulent plus prendre de risques. Ils veulent savoir. Quand tu voyages, tu veux savoir l'hôtel où tu vas, à quoi il ressemble, voir des photos, il a 5 étoiles en avis. Tu veux savoir le bus, à quelle heure et trucs. Tu veux tout savoir. Mais arrête de vouloir savoir dans ta vie. Et du coup, quand tu es curieux, le principe d'être curieux, c'est de ne pas savoir et d'y aller. C'est ça la curiosité. Sinon, c'est le savoir. Le savoir, c'est quand tu sais, quand tu as fait le tour. Mais n'essaie pas de savoir, essaie d'aller et d'absorber. Et le problème, c'est que si tu veux savoir ce qui te fait vibrer, bah, teste des choses pour comprendre si ça c'est nul et ça c'est bien, si ça c'est cool pour toi ou ça ne l'est pas. Et je pense que le problème il est là, c'est un, les gens ils ont la FOMO, ils veulent être partout en même temps parce qu'ils se disent que l'herbe est plus verte ailleurs. Et deux, en plus, ils veulent être sûrs que ça va être bien. Mais en fait, tu m'étonnes qu'il y a autant de gens déprimés. Ils n'ont pas compris que le bonheur, il se situe dans l'inconnu, dans le pas savoir et dans le plaisir de découvrir au fur et à mesure. Et quand tu es OK avec le fait de pas savoir, bah, tout ce qui vient, c'est cool. Et même si c'est pas ce que t'aimes, OK, c'est cool. Ça m'a permis de savoir que j'aimais pas. Versus la déception, versus c'est pas ce que j'imaginais, versus merde, je suis pas arrivé. Merde, faut que je continue encore. Mmh. Ah ouais, en fait, le principe, c'est que de toute façon, tu allais jamais t'arrêter. Et que les gens, ils captent pas, ils veulent s'arrêter. Mais les gens qui sont arrêtés, bah, malheureusement, ceux qui se prennent des plans sociaux, ceux qui sont mal, c'est ceux qui sont pas à jour, c'est ceux qui vivent pas avec leur temps. Et c'est ceux qui, tristement, galèrent aujourd'hui. Et c'est totalement normal sur la régénération de nos parents, de nos grands-parents, parce qu'ils étaient pas alertés sur ce Ouais. danger de l'arrêt de l'auto-éducation. Aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, on le sait. Donc, c'est ton devoir, c'est ta survie qu'il est question. Les plantes, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment tu as découvert ça? Enfin, ça a été quoi tu vois, l'introduction à l'univers de comment ça a quoi comme nom là-bas? En esp en C'est es Ah non, c'est des plantes médicinales ancestrales. OK, C'est des donc il y a plantes, pas il y a ça a pas un nom, genre une catégorie ou j'en sais rien, genre, on l'appelle ça la médecine, c'est une médecine. c'est une médecine? OK, OK, Une OK. médecine. Et tu as découvert ça au Mexique, au Pérou? Parce que quand j'étais allé au Pérou, je me rappelle qu'il y avait des trucs, on pouvait partir, il y avait des gars qui partaient faire ça en Amazonie, des sortes de retraites Ouais. avec des gars, et tu pas fait un truc comme ça toi? Je sais pas pourquoi Alors moi je ça me l'ai dit pas quelque chose. alors moi j'ai fait un trek de survie en Amazonie, Ah ouais, non, rien à voir. OK. et j'ai fait une retraite, pour tester l'ayahuasca, mais c'était pas très loin de Medellín, c'était en forêt parce que de toute façon OK. Medellín en Colombie, c'est la forêt jamais très loin. Mais ouais, c'était ça. Comment j'ai découvert? Moi, j'ai pas voulu taper sur Google, cérémonie ayahuasca et 5 étoiles, voilà. J'avais envie que ça vienne à moi. J'avais envie que ce soit quelque chose de naturel, que la vie me mette ça sur mon chemin et tu vois, je voulais pas le faire en mode touriste. Je voulais pas le faire en mode, je force le truc, tu vois? Et parce que je respecte beaucoup trop, cette approche-là. Heu, mais du coup, en étant en Colombie, je me suis dit: «Tiens, je sens qu'il est temps pour moi de passer un certain step
dans ma vie de compréhension de soi, de compréhension du monde. Et de la même façon que j'ai testé la méditation, l'hypnothérapie, les treks de survie, les hautes, les expériences personnelles, physiques et mentales très dures, c'est aussi une des épreuves très importantes pour l'introspection, apprendre à se connaître physiquement, mentalement, sur la réalité de la vie et des situations. Mais j'avais envie d'aller au-dessus dans des découvertes un peu plus spirituelles, un peu plus profondes, cérébrales. Et ça faisait longtemps que j'entendais parler de l'ayahuasca. Je savais que les champignons, j'en ai déjà pris, hallucinogènes, j'en ai déjà pris quelques fois avec des potes. Moi, je suis pas du tout drogue chimique, j'ai jamais fait ces trucs-là, tu vois. Les extahels, des LSD, MD, des trucs comme ça, c'est pas du tout mon délire. La coke, tout ça, c'est pas mon délire. Mais j'ai déjà pris des petits champis une fois, j'avais trouvé ça sympa. Mais du coup, je voulais le faire, pour le coup, là, en mode médecine. C'est-à-dire là, on respecte, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour comprendre, voyager. Donc j'ai commencé par ça, puis après, ça s'est bien passé, c'était extraordinaire. Donc j'ai voulu aller sur les autres plantes qui étaient, à disponibilité, enfin qui étaient là en fait, si tu pouvais que je pouvais expérimenter et qu'on me recommandait un peu naturellement, sans vraiment que j'aille les chercher. Et c'est comme ça que je voulais le faire. Donc j'ai testé l'ayahuasca, puis après j'ai fait aussi le buffo, le kambo, puis j'ai refait les champignons. Et, et je pense que c'est en fait sans parce que là, ce serait un autre podcast, tu vois, à part entière, mais c'est de se dire, ces plantes-là, si je dois le résumer, parce que là, tu vois, en partant de Colombie et tout, même du Mexique, c'est bon, j'ai clos ce chapitre-là, parce que là, je le faisais. En fait, j'ai commencé, je crois, en août cette année, et j'en ai fait quasiment tous les mois et demi, ou le mois et demi, tu vois, un truc comme ça. Je fais Ok. 5-6 cérémonies. Parce que finalement, 5-6 cérémonies, hein, c'est pas non plus 20. Euh, mais si je dois le résumer dans ce que j'ai compris de tout ça, c'est les plantes médicinales sont pas tant un remède. Tu vois, ce genre, je vais pas bien, je vais prendre ça, je vois la vie, j'ai tout compris. Même si tu peux avoir cet effet-là, mais c'est ce côté plus, genre, c'est comme si tu prends la DeLorean que tu vas 15, 10, 20, 30 ans dans l'avenir et que tu te vois tel que tu as envie d'être. Que tu vois, que tu comprends le futur de ce que tu veux être, de toi, de la vie, en fait, tout à coup, tu as cette sagesse, ce recul sur tout ça. Et c'est comme si ensuite tu reviens. Donc quand tu reviens dans ton quotidien, eh ben, tu vois le phare de la bonne direction, mais ne tient qu'à toi de toujours au quotidien faire les actions qui vont te faire avancer Hmm. vers cette direction. Si tu fais de la merde et que tu es con et que tu avances pas et que tu fais pas les bonnes choses, tu peux avoir tu vois, si tu peux avoir la recette du bonheur, si tu le mets pas en application chaque jour, tu seras pas heureux. Bah, si tu as l'image de qui tu veux devenir qui va te rendre heureux, t'épanouir et ce que tu vas faire dans la vie, mais que chaque jour tu fais pas les actions concrètes, bêtes et méchantes, il se passera rien. Et c'est ça ce truc formidable avec les plantes médicinales, c'est que ça te met la gueule vraiment, dans tout ce que tu as à l'intérieur. Donc tu vas aller vraiment embrasser les beaux côtés que tu as et arrêter peut-être d'être trop dur avec toi-même. Mais tu vas mettre aussi la tête dans tes traumas, des trucs difficiles. Pour pouvoir résoudre ça, il y a un moment, si tu veux résoudre quelque chose qui est dur, si tu es une femme, tu as été violée, tu as fait une fausse couche et que c'est encore en toi, et que tu as mis de côté, ben, pour le résoudre et vraiment le soigner, il va falloir l'affronter en fait, mettre la tête dedans. Donc, il faut être prêt à se dire, on va tout déterrer pour soigner. Mais donc, c'est peut-être pas agréable. Donc, si tu n'es pas prêt, tu peux peut-être partir en panique, etc. Alors que, tu vois, moi, j'ai eu la chance d'avoir une vie assez simple, tu vois, j'ai pas de trauma particulier. Donc, tous mes voyages étaient vraiment très beaux, très doux, très compréhensibles. Ça peut être fort, hein, des fois, en émotion, en sensation, hein, mais finalement, c'est de la même façon pour moi que je recommande à tout le monde de faire Vipassana, qui est un truc aussi simple que aller quelque part 10 jours et méditer, pas parler, écrire, etc. Parce qu'on consacre tellement de temps à notre bien-être extérieur, à quoi on ressemble, musclé, pas musclé, bien fringué, pas bien fringué. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. On consacre pas au moins autant de temps à la beauté et à la santé intérieure, tu vois? Et que pour moi, tu vois, je comprends pas qu'on le fasse pas, en fait, et on devrait le faire plus souvent. Bah, de la même façon, je comprends que, heu c'est vraiment une très belle, médecine, un très beau chemin de tester ce genre, d'expérience, heu, pour lesquelles il faut être prêt. Il faut pas blaguer avec ça, il faut pas y aller pour le fun, il faut pas y aller si effectivement on se sent pas si on n'a pas un minimum confiance en soi et dans ce qui va se passer. Tu vois, c'est un petit peu comme si quand tu mets le siège dans tu sais, le cul dans le grand 8. Tu as le harnais de sécurité. Si tu es là et que tu t'amuses, ouh, ça te secoue, mais putain, c'était génial. Si tu es là, que tu es crispé, que tu voulais pas y aller, tu vas te cogner la tête, ça va Ouais. être le tirement de ta vie, tu vas avoir tu vois ce que je veux dire? Pourtant, les 2 personnes, l'une à côté de l'autre, ont
vécu le même manège, mais pas de la même façon. Parce qu'il y en a un qui a fait confiance et qui s'est dit: «Allez, j'y vais» et l'autre qui va à reculons et que c'est encore pire, en fait. Hem, donc vraiment ces plantes-là, ça sert à ça. Ça sert à tout à coup et c'est marrant que tu me disais au début de podcast, j'ai l'impression je trouve ça très, très joli comme compliment, je pense pas le mériter, mais d'entendre un moine, shaolin tibétain de tu sais avec toute cette sagesse et je me suis dit: «Mais c'est quoi? C'est exactement ce que tu peux potentiellement ressentir quand tu es, en voyage sous l'effet de ces plantes-là, en fonction de chaque plante a différents effets, on va dire. Hem, mais c'est vraiment ce qui est assez ouf, c'est que tu montes en termes de sagesse, de conscience. Tu peux monter au niveau de ton esprit, de ton âme et en fait, c'est assez ouf d'avoir ce recul sur le monde et la vie. C'est comme si, tu vois, le monde, il tout à coup, tu es un peu comme au paradis, comme on décrit le paradis, tu sais, genre, les problèmes deviennent un peu insignifiants. Un peu comme quand tu regardes un sage, tu sais, où tu as l'impression qu'il y a plus aucun problème qui le touche, tu vois? Tout lui passe au-dessus. Mmh. Bah, tu vas avoir un peu cet effet-là quand tu lâches prise et que tu te connectes à la plante, quand tu vis ce genre de cérémonie. Donc, pas à prendre à la légère, le prendre avec disons confiance, pas forcer le truc, commencer doucement, commencer avec les champignons, je pense, c'est le mieux parce que c'est la médecine la plus agréable. Tu vois, l'ayahuasca, tu te purges, hein, des 2 côtés. Donc, c'est pas ultra fun, tu vois, dans l'idée. Donc, les champignons, c'est plus intérieur, tu t'allonges, allonge, masque sur les yeux, petite musique et c'est parti, tu vois? Et là, tu fais ton voyage intérieur. Super intéressant. Eh ben, ça me fait tu vois, je me dis que j'aurais peut-être à l'époque, quand j'étais au Pérou, ça me faisait un peu flipper, ce genre de truc, parce que en Europe, je pense qu'on n'avait pas du tout, sensibilisé, confronté à ce genre de non, c'est pas le bon terme. On n'est pas du tout, Non, au mais contact, tu vois, de ce genre de bien sûr, médecine. c'est diabolisé, c'est un truc Ouais, c'est ça, chelou donc et que moi, je fais plus confiance à des gens qui, depuis des siècles, gèrent une plante pour se ouais, soigner, pour comprendre, qu'à des mecs qui me sortent un vaccin en 6 c'est mois, tu clair, vois? c'est clair. Des mecs qui, de base, ont des dossiers où ils ont fait des arnaques de ouf en Afrique, des trucs, des machins. Enfin, je veux dire, je préfère faire confiance à un chaman qui et c'est pas le bon terme, c'est plutôt guérisseur, qui utilise ces plantes de génération en génération, qui, eux, le font pour leur survie et leur bien-être de leur population, que des cums qui vont te mettre un truc dans le sang où tu sais pas vraiment ce qu'il y a, tu sais sortir un peu tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Donc, clair. moi, je pars du principe que si je vois quelqu'un qui m'inspire, dont j'aime les propos et qui prend quelque chose, et que quand il me l'explique, ça fait partie d'une tradition et que je comprends que c'est beau, que c'est pour la prévention, c'est pour la compréhension, ben, j'y vais, tu vois? Mmh. Alors, moi, c'est plus comme ça que je le vois. Fascinant. Bah, écoute Alex, franchement un énorme merci, Avec plaisir. c'était passionnant. Bon déjà, je te le disais en intro, hein, le fait de te suivre depuis un moment, plus ou moins loin, tu vois, selon les phases, ça fait quand même plus de 12 ans que j'ai vu cette Ah, vidéo donc attention, rajeunit pas Loïc, on ne rajeunit voilà, pas. voilà, il y a eu des périodes où je suivais, beaucoup plus intensivement, que d'autres, ce que tu faisais, Normal. mais, c'était un plaisir. Qu'est-ce que ce serait, et là ça va être un peu une grosse question, mais le mot de la fin, tu vois, que tu voudrais partager à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui hésiteraient encore à se lancer dans leur propre projet ou à initier des ruptures comme toi tu as su le faire, il y a en 2011 maintenant? Je dirais simplement que on est ce que l'on fait et j'avais eu cette discussion hier. Je pensais que faire des vidéos de voyage, c'était évident pour moi. Tu sais, je pensais que encore il y a pas tu vois, encore hier, j'ai pris conscience que on est ce que l'on fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des vidéos de voyage sans savoir si ça allait marcher, sans savoir si ça allait me plaire, sans savoir si j'allais être bon, ni comment j'allais le faire, mais je l'ai fait et à force de le faire, je suis devenu bon, je suis devenu le seul, je suis et j'ai pris goût à ça. Et tu vois, dans ce petit aussi pas de côté sur ton rien sur: «Tiens, est-ce que je dois tester ce nouveau format de podcast, de trucs, de machin?» Ben en fait, c'est en le faisant que je le saurai, tu vois? On est ce que l'on fait donc c'est pas tant, fake it till you make it comme comme on entend beaucoup parler, c'est plus de dire: «Tu crois que tu as envie de faire quelque chose? Fais-le». Parce que la réalité de la vie te dira si c'est le bon chemin ou si ça ne l'est pas. Et que si tu as envie de devenir une prof de yoga, c'est en faisant du yoga que tu vas y arriver. C'est pas en disant: «OK, là, OK, je suis une prof de yoga». Non, c'est en le faisant. C'est pas si tu veux devenir, tu vois, un entrepreneur et être nomade digital à travers le monde, c'est en développant un skills qui va te permettre de travailler de partout dans le monde et après de claquer ta dème.
et te retrouver à l'autre bout du monde et te dire c'est génial ou merde, non, ça ne l'est pas. Donc on est ce que l'on fait. Donc si tu as envie de devenir quelqu'un ou de faire quelque chose, fais-le et c'est comme ça que tu le deviendras. C'est pas juste en ayant l'idée ou en décidant de le faire. Fabuleux. Merci beaucoup Alex, merci pour ton temps, merci pour ces partages méga inspirants. Kiffe bien tes 4 mois et demi du coup de coupure qui te reste. Ouais. Et puis hâte de voir le nouvelle zone de génie comme tu dis qui va émerger de tout ça. Magnifique, j'espère aussi. J'envoie plein de belles ondes. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, j'ai envie de dire. Pépites de chocolat, d'huile de savon, licorne endiablée. Et à très vite. À très vite. On est ce que l'on fait. C'est vraiment ce que je retiens de cet échange avec Alex que j'ai trouvé passionnant. Quand on reçoit une dose d'inspiration pareille, on a le devoir de la partager. Alors prenez votre smartphone maintenant et envoyez le lien de cet épisode autour de vous. Un petit message peut amener à de grands changements. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez également me soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Merci pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour un échange avec la championne du monde d'ultracyclisme.